Bonjour tous et toutes. C'est absolument une joie d'être avec vous. Je m'appelle Mathilde François. Est-ce que la prochaine slide... Voilà, ça c'est mon style. Je m'appelle Mathilde François et je vais vous jouer... On va faire... Vous allez voir, c'est vous qui bossez. On va faire ensemble une conférence gesticulée qui s'appelle « Ce que les corps déviants enseignent ». Le sous-titre, c'est « Comment l'antivalidisme transforme le monde ». Et donc, pour me présenter très rapidement, j'ai plusieurs types de casquettes. J'ai des casquettes justement pour transformer le monde. Donc une casquette d'accompagnement en transformation, en intégration des changements écologiques et sociaux dans les organisations. Donc typiquement, accompagner l'équipe de Tram à la préparation de cette journée. Je suis militante antivalidiste au sein d'un collectif qui s'appelle les Dévalideuses, dont je vais vous reparler. Avec des casquettes artistiques, je tiens un blog dessiné sur lequel je parle beaucoup de handicap, qui s'appelle La vie à croquer, et j'ai aussi des pratiques artistiques un peu plus plastiques. J'ai le plaisir de partager la scène avec Lucie Camus demain soir pour une performance plus sur les représentations du soin et des images. Parce que je trouve que les docteurs nous volent des photos du dedans de nous. Ça me contrarie, voilà, vous saurez. Voilà, c'est fini pour le texte, il n'y a plus que des blagues. Donc en fait, voilà, je voulais vous présenter ce format-là. Peut-être juste un tout petit mot avant, je reviens en arrière. Qui connaît les dévalideuses? Qui a déjà entendu parler des dévalideuses? Oula, ça va être vite plié. Non, très bien, très bonne nouvelle. Donc les dévalideuses, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif handi-féministe. Je prends le temps parce que souvent on entend anti-féministe. Donc les gens sont à Mathilde. Les gens qui me connaissent, ils disent Mathilde, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non, handi-féministe. Et donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est un collectif qui s'est fondé sur le constat que les journées de fin novembre, vous savez, contre les violences sexistes et sexuelles, parlaient très peu des minorités de genre et des femmes handicapées. Alors que statistiquement les personnes handicapées et les femmes handicapées sont surreprésentées dans les violences sexistes et sexuelles, à la fois les violences conjugales et à la fois les violences au sein des institutions. Les violences qui sont faites non pas par les autres résidents des institutions, mais bien par les soignants des institutions, un peu comme, vous savez, les scandales qu'il y avait eu sur les EHPAD et les violences sexuelles en EHPAD. Voilà, donc constatant ça, Céline Extinso, c'est un jeu de mots. Moi, j'ai appris ça hyper tard, que c'est pas son nom de famille, Céline Extinso. C'est bien trouvé, hein? Ça s'appelle pas comme ça en vrai, mais... Donc Céline Extinso a lancé un peu pour rigoler sur Twitter, bon, il y en a marre, où sont les féministes handicapés énervés? Et il y a eu de la réponse. C'est comme ça que les dévalideuses existent. Aujourd'hui, on va dire deux missions. Une mission de création de communautés CRIP et de culture handi et de fierté handi, ce qui consiste aussi à beaucoup vulgariser pour que les gens s'approprient tous ces concepts. Et une autre mission, un peu plus de l'ordre de faire le zbeul, ce qui consiste plutôt à faire du plaidoyer politique, mais souvent ça passe par de l'action de désobéissance, enfin pas souvent parce qu'on est fatigué, mais quand on peut, on essaye de faire des actions de désobéissance civile qui sont rien du tout, hein, mais on a tendu par exemple une grande banderole pour la journée d'ouverture de la vente des billets des Jeux Olympiques pour dire la France médaille d'or du validisme. Et en fait c'est des stratégies pour mettre nos sujets à l'agenda, c'est-à-dire obliger qu'on parle de nous, faire l'actualité, parce que sinon l'actualité elle n'est pas faite. Et donc voilà pour les dévalideuses en 3 mots. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une conférence gesticulée, donc comptez pas trop sur la gesticulation. Cette conférence gesticulée, ça veut dire que ça part de la conférence telle qu'elle est scientifiquement habituellement performée, donc quelque chose de très statique et très lu. La conférence gesticulée, le principe, c'est de l'éducation populaire, on mélange les registres. Donc on mélange un registre de savoir universitaire et un registre de savoir, on va dire, expérientiel. Ça veut dire que je vais vous raconter ma vie et me plaindre, voilà. Donc c'est ça la conférence gesticulée. C'est le mélange des registres. Ce qui est bien, parce que je pense que je suis incapable de lire un texte calmement. Donc ça, c'est pour le format. Et ensuite, pour le principe narratif, moi, ce qui m'intéressait là, dans ce format, c'est de vous amener avec moi dans vraiment les prémices de la prise de conscience antivalidiste, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont au point, vous pouvez aller boire des cafés.
parce que ça va m'éviter d'être gênée. Et moi, j'utilise... en fait, je suis devenue handicapée. C'est-à-dire que je suis tombée malade et je suis malade chronique. Et donc, j'ai tout découvert sur le tas et sur le tard. Et en fait, en documentant beaucoup, dans mon blog dessiné, en documentant beaucoup ces apprentissages, ça fait quand même une trame narrative de type... vous savez, on appelle ça « fish out the water ». C'est le poisson sorti de l'eau, ça va être les trames narratives de... le Père Noël arrive dans une ville et donc du coup il découvre tout, on doit lui expliquer l'argent ou bien un Indien dans la ville en fait. C'est le principe narratif, c'est ça. Et donc quand on tombe en handicap entre guillemets, oui c'est ça, on rattrape les wagons. Donc j'ai rattrapé les wagons tant bien que mal et là je vous raconte comment ensemble on va rattraper les wagons. C'est ça le principe. Donc moi je suis handicapée et moi je sais que j'ai pas du tout l'air. J'ai pas du tout l'air, j'ai l'air d'une valide, et même un pire, j'ai l'air d'une valide de bonne volonté. C'est-à-dire j'ai l'air d'une valide qui est d'accord avec toutes les interventions qui ont eu lieu jusqu'ici et qui a fait. J'ai l'air d'une valide qui pense qu'elle ne déteste pas les handicapés, donc globalement tout va bien. J'ai l'air d'une valide qui trouve peut-être certaines personnes handicapées médiatisées inspirantes. Non, c'est ça. J'ai l'air d'une valide de bonne volonté. On est nombreux à être des valides de bonne volonté. Non, j'ai l'air de faire des trucs comme Amélie Poulain. Vous vous rappelez de ce film? Donc Amélie Poulain qui prend le bras d'une personne malvoyante avec une canne blanche dans la rue et qui la saoule sans lui demander son consentement, qui lui raconte tout ce qu'elle voit. Et qui lui dit, là il y a un oiseau bleu, là il y a une dame, elle a l'air contrariée, là il y a un enfant qui pleure et qui voudrait... Vous voyez cette scène? Voilà, j'ai l'air d'Amélie Poulain. Amélie Poulain est une valide de bonne volonté. Okay, sachant qu'en plus la mise en scène, elle est complètement... comment dire, la mise en scène, elle présente le type qui s'est fait prendre la tête par Amélie et traverser la rue alors qu'on ne savait pas s'il voulait la traverser. L'image d'après, c'est un plan vu de dessus où il est comme ça, tout émerveillé. Il y a même une musique un peu... Vous savez, un peu un truc comme ça, un peu d'émerveillement christique. Donc voilà, ça c'est pour la présentation. Donc j'ai un handicap qu'on appelle invisible. On va revenir dessus parce que c'est pas du tout invisible. C'est-à-dire qu'en fait, quand mon handicap il est visible, c'est moi qui suis invisible. Quand je suis complètement KO, je suis pas là. Là, je serre les dents, je vous performe un truc. Et encore, j'ai bien mal. Et d'ailleurs, j'ai écouté tout ce qui s'est passé à l'étage. Seul, parce que vous n'avez pas encore capté à quel point il y a un bon plan à l'étage. C'est-à-dire qu'il y a des chaises et des poufs et on peut écouter ce qui se dit ici sans avoir besoin de faire. Non, c'est génial. Je vous le dis, même si je regrette, parce qu'il n'y a que 2 poufs et du coup, je pense que je ne vais plus pouvoir avoir accès aux poufs. Mais non, je suis handicapée au sens où j'ai des douleurs quotidiennes, j'ai un rythme, j'ai un programme en fait auquel je n'ai pas accès. Je ne sais pas chaque jour si je vais être fonctionnelle ou non. Quelqu'un d'autre que moi a ce planning et je n'y ai pas accès. Ça a déjà été dit, mais je vais voir si vous avez écouté. Combien de personnes sont handicap invisible selon vous? 80%. 80%, bon, c'est quand on appelle handicap invisible, en fait, c'est hyper malvenu, mais c'est juste pour dire le stéréotype du fauteuil comme représentation du handicap n'est pas, on va dire, suffisant. Le handicap, c'est une variété de manières d'être vivant au monde. Et donc là, dans la définition, je suis allée regarder la définition de qui avait construit ce 80%. Et il disait, ça inclut les handicaps psychiques, cognitifs, mentaux, les maladies invalidantes, les troubles sensoriels. Et bon voilà, donc moi je vous ai dit, j'ai des douleurs chroniques. Je sais que c'est, enfin en tout cas ma mère me dit de ne pas déballer mon dossier médical en public. Depuis qu'elle me le dit, je le fais de plus en plus en public, comme vous voyez. Donc oui, j'ai des douleurs chroniques et j'ai mis très longtemps entre le moment où je suis devenue handicapée factuellement et le moment où je me suis dit que j'étais handicapée. Donc il y a vraiment une sorte de, comment dire, de processus de décalage, il y a une sorte de coming in. Coming in, c'est un concept, vous savez, plutôt queer. Donc les personnes, ça j'ai fait pareil, hein. J'ai passé 25 ans de ma vie, je pense, à me dire mais je pense que tout le monde aime les hommes et les femmes, c'est tout, jusqu'à ce que je me dise mais je suis peut-être bisexuelle. Et en fait ce décalage entre ce que vous vivez et le moment où vous comprenez que ça a un nom et que c'est spécifique, que non, tout le monde aime peut-être pas les hommes et les femmes,
ça s'appelle le coming in, c'est-à-dire que vous ne le dites pas aux autres, mais vous faites un point interne, ils disent ah excusez-moi, on peut faire une réunion d'urgence. Donc j'ai fait un peu ça avec le handicap. J'ai tardivement, à l'occasion d'une discussion avec des collègues qui travaillaient à la transformation de l'action publique, donc qui travaillaient sur l'intégration des salariés en situation de handicap dans la ville de Paris. Et donc ils me racontaient le bilan de leur enquête du moment. Et en fait, je vais terminer ces phrases. C'est-à-dire qu'il disait, bon ben voilà, en fait, les personnes handicapées, la plupart d'entre elles, elles n'ont pas demandé leurs droits. Il y en a même certaines qui sont complètement handicapées et qui ne se nomment pas comme telles. Il y a des personnes qui ont la reconnaissance travailleur handicapé, ce qui est ultra chiant, hein, il faut remplir des dossiers et tout. Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir les RQTH à ton insu. D'accord ? Il faut aller la chercher tellement fort que tu ne peux pas... je l'ai, mais j'y pensais pas, quoi. Tu peux pas ne pas y penser. Donc, quand tu l'as, malgré le fait que tu t'es battu pour l'avoir, et que c'était peut-être parfois un peu humiliant, ce dossier, parfois il est un peu humiliant, il y a des personnes qui mettent pas en œuvre la suite de la guerre, qui consiste à faire construire des adaptations, ne pas être vu comme une roue voilée du carrosse. Donc, plus il racontait, plus je m'énervais sur, bien sûr évidemment, mais enfin bien sûr que c'est ça que vivent les personnes handicapées. Et à un moment il dit mais tu connais quelqu'un d'handicapé ? Et là mon cerveau ils ont dit réunion d'urgence, c'est nous ça. Et c'est là que j'ai capté. Donc je vous parle de handicap, mais qu'est-ce que c'est ? Donc d'abord, je vais vous poser une question bien plus intéressante, qui n'est pas facile parce qu'on est dans une journée professionnelle. Et je vois que la réponse est plus facile quand les gens ne se connaissent pas, mais là, vous vous connaissez potentiellement un peu. Qui se considère handicapé ici ? C'est pas du tout le bon taux. Beaucoup plus que ça en réalité. Mais il y a celles et ceux qui ne veulent pas le dire, et je comprends parce que professionnellement, ça fait un peu flipper. J'ai posé cette question à une intervention dans un DNMAD, donc un truc de design. Effectivement, personne qui a levé la main. Et après, les profs sont venus voir, c'est bizarre quand même, parce que lui, il n'a pas levé la main. Il est venu me dire ce matin, quand je l'engueulais sur son cours de couleur, qu'en fait, il était daltonien et qu'il mélangeait les verts et les oranges. Je dis, ah oui, effectivement. Et donc, en fait, c'est difficile de s'identifier et c'est difficile de se revendiquer handicapé. Sur qui je vais tomber? Vous, au premier rang, comment vous appelez, s'il vous plaît? Oui. Céline. Céline, vous avez des lunettes et vous n'avez pas levé la main, je crois. Si, vous avez levé la main. Bon, je tombe sur qui? Pardon, Céline. Ok, victime suivante. Florence? Florence, est-ce que vous avez levé la main? Non. Mais vous avez des lunettes. Ok, on recommence. Vous avez des lunettes et vous n'avez pas levé la main. Pourquoi donc? Parce que je suis habituée à quoi? Si ça vous va, hein, sinon je tombe sur quelqu'un d'autre. Hein. À porter des lunettes? Ok. Est-ce que sans les lunettes, vous pouvez conduire, lire Vous pouvez pas conduire? Non. Ah non. Vous auriez dû voir ça aller au premier rang, elle a fait ah non. Et vous pouvez pas lire? Si, vous pouvez lire, mais vous pouvez pas conduire. Galère quand même. Ah yes, le micro. On va faire circuler le micro, vous allez voir, je vous ai dit, c'est vous qui bossez. De plus en plus en plus. Au début, je parle un peu, et après, vraiment, c'est vous. Ok, et vous n'avez pas levé la main parce que vous êtes habitué à avoir des lunettes. Et parce que finalement, vous diriez quoi? Vous avez checké dans votre tête, est-ce que je suis quoi? Est-ce que je suis empêché de faire les choses de ma vie pour savoir si vous étiez handicapé? Comment vous l'avez traduit, handicapé, dans votre tête? Vous avez dit, est-ce que j'ai un fauteuil roulant? Non, je lève pas la main. Non, c'est pas ça que vous avez dit. Non, je crois. Vous avez dit quoi? Est-ce que j'ai déjà rempli un dossier de l'enfer? Non. Vous avez dit quoi? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais très bien, merci beaucoup Florence pour cette transparence. Pas grand-chose. Effectivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on n'était pas, en tant que société, organisé pour que vous ayez des lunettes, c'est-à-dire avec des opticiens partout, avec des dépistages aussi chez le généraliste qui dit « Ah, dis donc, vous prenez le mur quand vous essayez de rentrer dans mon cabinet, peut-être il faut faire un bilan ophtalmique. » si on n'avait pas tout ça, si on n'avait pas des opticiens et si on n'avait pas la Sécu, la Sainte Sécu, pour rembourser les lunettes, vous seriez donc empêché de plein de choses. Vous seriez empêché de conduire et peut-être un peu embêté dans votre déplacement au quotidien. Donc vous seriez handicapé. Donc là, vous n'êtes pas handicapé, a priori, mais vous le seriez dans une société où il n'y aurait pas de lunettes. C'est très intéressant ce qui vient d'être dit.
Pas parce que je l'ai dit, mais parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on est handicapé dans un contexte socio-économique. C'est-à-dire que si vous étiez handicapé, vous pourriez dire « je ne suis pas handicapé », la société sans lunettes m'handicape. Je sais que pas loin, il y a une société dans laquelle il y a des lunettes disponibles et organisées et dans lesquelles je serais moins empêchée de faire des choses. Donc ça nous amène à la définition du handicap, la définition de la loi. Et mais pour une fois, j'adore aller sur la loi, mais là non, pour une fois la loi est bien. C'est-à-dire que la loi, enfin elle est bien, elle a quelque chose d'intéressant. La loi fondamentale sur la question du handicap et de la société enfin, on va dire inclusive, c'est pas ouf parce que c'est vu d'ici, on doit inclure quelqu'un. Accessible, c'est pas ouf non plus parce que c'est pas qu'une question d'accessibilité. Pardon, je sais pas qui on avait que c'est là. Esprit, pardon, la loi est bien, la loi est bien. Donc la loi, elle dit, constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, blablabla, blablabla, de sa manière d'être vivant. Ok, c'est génial, parce que ça définit le handicap comme une exclusion, c'est-à-dire je n'ai pas accès à ma vie sociale et à ma vie citoyenne dans un environnement défini. Et ça, c'est absolument passionnant, parce que, par exemple, Charlotte Puiseux, qui interviendra dans un second temps et dont je vous recommande la lecture absolument, là-haut sur la table des ressources, à côté des poufs, il y a son livre, et vraiment, je le recommande, c'est un essai un peu type conférence gesticulée, elle raconte sa vie et en même temps, elle raconte des trucs universitaires. Ça se lit très bien. Maintenant, elle raconte être handicapé est une construction sociale, tout comme ce qu'on y oppose, à savoir être valide. Un individu est désigné handicapé parce qu'il est exclu des critères de la validité, parce que son corps au sens large ne correspond pas à des critères délimités par une société donnée, dans un contexte précis. Ces critères varient selon les normes sociales et l'importance attribuée à telle ou telle capacité. Certaines différences physiques, notamment sensorielles, que nous considérons aujourd'hui comme des handicaps, ont pu être considérées comme des marqueurs de grandeur. Et elle dit, ce fut le cas de la cécité en Grèce antique. Donc elle raconte cette idée de dire les personnes qui étaient malvoyantes ou aveugles en Grèce antique étaient potentiellement perçues comme ayant plus l'accès à une vérité vraie et moins à une sorte de réalité embrouillée par nos interactions humaines. Donc ça, c'est absolument passionnant de le voir comme ça. Moi, la loi, je le résume. La loi, elle devrait être écrite avec des gros dessins. Et donc, manière d'être vivant, c'est une manière d'être vivant dans un contexte socioculturel. Et là, on se pose la question suivante, c'est... progressivement, vous arrivez à comprendre où j'en viens, parce que mon projet, c'est de vous recruter aux dévalideuses, mais pas que, mais aussi vous recruter pour la compréhension du handicap, et potentiellement à la fin, il y en a toujours à la fin de cette intervention qui viennent me voir et qui disent « mais en fait, peut-être que je suis concernée d'une manière ou d'une autre ». Après, il y en a des fois aussi qui ont rempli le dossier de la MDPH, mais qui se considèrent toujours comme valides. On en a parfois qui viennent à nos interventions et qui disent « mais en fait, je suis peut-être concernée ». Non, ce qui est important, c'est que la question, c'est que théoriquement, on est 12 millions de personnes handicapées en France. 12 millions, ça fait une personne sur 6. 40% si on compte les handicaps temporaires, enfin en tout cas les handicaps temporaires au sens, parfois ça peut durer plusieurs années, les maladies invalidantes, ça peut donner ça. Et ces chiffres sont énormes. D'ailleurs, le 80% des personnes handicapées invisibles, c'est un chiffre énorme aussi. Bon, j'ai un peu cherché comment ils étaient construits, parce que je ne sais pas si, quand on vous dit 80%, vous vous dites... et on peut savoir la source. C'est très difficile à trouver cette source, parce qu'en fait, tout le monde recite tout le monde. Donc l'ONU recite... Enfin, l'ONU, je ne sais pas qui recite, mais le gouvernement recite l'ONU, les associations recitent le gouvernement, enfin, c'est en boucle. Et en plus, c'est assez complexe, parce que, vous voyez bien, là, si c'est sur du déclaratif, là, je vous ai posé la question, et en fait, la question de l'auto-identification, elle n'est pas simple. Elle n'est pas évidente. Si c'est la question de la RQTH, la reconnaissance de travailleurs handicapés, donc ce dossier de la MDPH, ce n'est pas représentatif. Parce que c'est quelles sont les personnes qui ont réussi à monter l'Everest, ça ne vous dit pas le nombre d'alpinistes en France. Vous voyez ce que je veux dire? Bon ben voilà, c'est un peu pareil avec le dossier de la MDPH. Et donc, comment ça se fait qu'il y a aussi peu de personnes handicapées revendiquées, mais même visibles, alors qu'on est supposé être 1 sur 6? Parce que le handicap est invisibilisé. C'est une forme du validisme dont on parlait et que je vais vous définir. Il est invisibilisé et puis aussi c'est un stigmate. C'est-à-dire que
vous l'avez sûrement vu et vécu dans les cours d'école. Moi, j'ai un souvenir surtout dans la cour d'école, il y avait beaucoup d'insultes qui étaient des insultes basées sur le handicap. Beaucoup d'insultes où on allait dire aux gens mais quel autiste celui-là, mais quel attardé, ou encore dans la presse, vous savez, on dit beaucoup le gouvernement est schizophrène. En fait, il y a un usage quotidien des mots qui est hyper validiste et qui peut être déjà un premier chantier, dévalider notre vocabulaire quotidien. Et en fait, si on creuse un peu ces insultes, handicap est synonyme de personne moindre, moins capable. Ça nous vient d'un modèle qu'on va appeler le modèle médical du handicap. Le modèle médical du handicap, c'est l'hypothèse de dire les personnes handicapées sont des personnes à soigner. Donc en fait, on prend un mètre à dérouler, on prend la distance entre la situation physique, sensorielle, psychique de la personne et ce qui est supposé être une norme, considérée comme une norme valide. Et ensuite, on dit, bon ben voilà, c'est le problème de cette personne qui doit voir des médecins pour être réparée. Un peu comme votre voiture, elle a le joint de culasse qui est foutu, il faut le remplacer. Ça, c'est l'approche médicale du handicap, qui a été dominante en fait dans les approches et qui s'est traduit en politique publique collective très concrète, qui a donné lieu à la construction d'une politique du handicap basée sur une forme de charité et basée sur une forme basée sur l'institutionnalisation, c'est-à-dire le placement des personnes qui sont dépendantes dans des institutions dans lesquelles leurs libertés sont réduites et dans lesquelles elles sont gérées. Voilà, on va dire ça comme ça. Avec tout ce que ça a d'éloignement de la situation d'une personne citoyenne. Donc le modèle médical, c'est un modèle que nous, les personnes antivalidistes et les luttes antivalidistes depuis le XXe siècle, essayons de dépasser pour aller vers le modèle social. Le modèle social, c'est de dire mon problème, c'est votre problème. Et donc, en fait, on a une responsabilité collective et structurelle pour faire en sorte que tout le monde ait des lunettes, du dépistage, accès à un remboursement des lunettes. Et en fait, ce changement de modèle, il est pas évident parce que quand on parle de handicap, on pense toujours l'autre avec un grand A, quoi. On se dit toujours, avec ce qu'on a entendu ce matin, en tant que valide de bonne volonté, quand je croiserai une personne handicapée, je serai gentil avec elle et ce sera bon, quoi. Alors qu'en fait, on a tout à transformer. On a tout à transformer. Chaque endroit de notre société est à transformer. Et donc, le modèle social, c'est effectivement ce modèle basé sur une approche beaucoup plus structurelle et qui d'ailleurs, est complété par ce qu'on va appeler une approche beaucoup plus orientée vers les identités. Ah oui, attendez, j'ai un dessin avant. Un dessin pour les identités. Non, sur ce dessin, en fait, voilà, le modèle social et le modèle médical. Sur ce dessin, la bonne volonté ne suffit pas dans un monde validiste. C'est parce que tout le monde individualise les injonctions. Donc il y a beaucoup de personnes handi qui, dans des contextes médicaux ou même des contextes sociaux de recherche d'emploi, se voient vivre des injonctions extrêmement violentes de type vous devriez faire un effort. Enfin, moi j'ai eu quand même un échange avec un médecin qui me disait mais vous avez mal au bassin. Le bassin c'est pas les mains. Donc si vous avez mal au bassin, vous devez pouvoir écrire. Mais c'est quoi cette blague? En fait, c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a un cancer du côlon, vous avez un cancer du côlon, mais le côlon, c'est pas dans les mains. Bon, donc tu peux travailler. C'est une humiliation absolue de se faire expliquer les choses comme ça. D'autant plus que quand j'ai essayé de lui dire, calmement, je vous jure, que en fait, ça marchait pas comme ça, les douleurs chroniques, que c'était aussi un épuisement, que c'était des douleurs qui se majoraient et qui étaient dans tout le corps, je me suis fait engueuler, parce qu'il m'a dit, ne me parlez pas sur ce ton, je suis quand même médecin, je sais des choses. Et donc ensuite, quand j'ai expliqué, quand j'ai acté qu'il devait savoir des choses, il m'a dit mais enfin expliquez-moi les choses, vous croyez quoi, je connais pas votre dossier. Donc ces situations-là sont légion, c'est pas du tout original, et c'est très concret pour une fois, mais en fait c'est ce qui est dit et redit par toute la société, quoi. La société nous dit serre les dents, adapte-toi, performe quelque chose de plus valide que ce que tu es. Et donc le modèle médical, c'est de dire cette meuf ne peut pas accéder à la réunion parce qu'elle est dans son fauteuil, et donc c'est un problème de fauteuil. Et ici elle avait un exosquelette, elle pourrait marcher et monter à la réunion, et bien ou sinon si on trouvait si on pouvait la soigner, elle pourrait aller à la réunion. Et le modèle social, c'est de dire mais qu'est-ce que c'est que ces escaliers et qu'est-ce que c'est que cette réunion qui est en haut d'un escalier.
globalement. Voilà, donc pour vous dire, je vous disais, on essaie de passer du modèle médical au modèle social. Concrètement, je vous donne un exemple très concret. En ce moment, avec les dévalideuses, on travaille avec Mediapart sur une enquête. Mediapart, la première personne que j'avais au téléphone, c'était la journaliste en charge de la santé. Et donc, j'ai passé un temps avancé à lui dire, mon projet politique numéro 1, c'est que je ne t'ai plus jamais au téléphone et que tu me passes ta pote, ta collègue, qui est en charge des discriminations d'une manière ou d'une autre. On a mis un temps, mais ça marche. Et en fait, ça déjà, c'est passer du modèle médical au modèle social. C'est-à-dire sortir les sujets du cadre médical et de la notion de soins. Bien sûr que la question du médical, elle est au cœur de nos enjeux. Enfin, moi-même, je peins mes images d'IRM, même mes projets artistiques qui sont connectés au médical. Mais quand même, ça, c'est concrètement passer du modèle médical au modèle social. Commencez à réfléchir dans votre tête comment vous allez passer du modèle médical au modèle social. Parce qu'après, je vous demande... Je vous ai donné mon exemple à Mediapart. Et le complément du modèle social, parce que le modèle social, parfois, il peut être un peu orienté droit. Et il peut un peu, entre guillemets, comment dire, il peut être un peu universaliste. On peut se dire, mais ça va, si c'est écrit dans la loi, c'est bon, que tout le monde est égaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est écrit dans la loi qu'on est tous libres, égaux et en réalité... Donc, le modèle social, il peut avoir un peu cette limite parfois, c'est de croire que parce que c'est écrit dans la loi, c'est suffisant. Il peut aussi avoir la limite de nier complètement les spécificités d'accès. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir beaucoup de mal à accéder aux droits dont on parle. Le dossier dont je vous parle de la MDPH, il faut un bac+5, il faut une équipe... Il faut des gens qui vous massent pendant les pauses, il faut des anxiolytiques, enfin, ça demande beaucoup de ressources. Et en fait, typiquement, je connais une association qui travaille à Toulouse avec des personnes, des parents d'enfants autistes, qui montent des dossiers pour leurs enfants et qui sont des personnes qui sont pas francophones comme première langue et du coup qui doivent se fader un dossier pas dans leur langue natale avec toutes les spécificités parce qu'on doit prouver à ces moments-là nos difficultés. Et c'est des personnes, il y a plein de témoignages de cet assaut du fait que les dossiers reviennent en fait. On leur dit non, c'est pas assez bien écrit, c'est pas assez bien articulé, le COD s'accorde avec l'auxiliaire si celui-ci est passé avant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont des... Dans le concret, l'approche, le modèle social présente des limites dans la mise en œuvre. On le voit au quotidien, ne serait-ce que parce qu'il s'inscrit dans un monde extrêmement validiste et donc on a du mal à se dire bah, moi je suis handicapé et on va secouer le système pour que ça s'arrange, quoi. Et donc ce modèle est complété par le modèle, par une approche un peu plus de fierté, une approche un peu plus basée sur l'identité, d'où va venir le mot CRIP. Et donc, CRIP, ça vient de cripples, qui veut dire les estropiés, les boiteux. Et quand on le raccourcit, CRIP, ça veut dire, en gros, les personnes handy et fières de l'être. C'est une dynamique qui va prendre plein de formes, mais typiquement beaucoup de créations artistiques, comme ce que fait le collectif Ostensible, et comme pas, typiquement, j'espère que vous avez entendu parler de l'exposition En dehors au crack de Sète, qui est une exposition CRIP et qui, pour le coup, pour moi, est historique. Ça pose une pierre qui va tout changer. Parce que quand on est dans cette exposition, on se sent vu, représenté, on est amusé. Il y a une salle entière de films en LSF sans sous-titres en mode « Allez !» Bien fait, voilà, ça vous fait les pieds un peu. C'est génial, c'est génial. Avec beaucoup d'humour aussi. Et en fait, ces approches CRIP, c'est l'idée de revendiquer une culture collective, de se trouver des artistes, de se trouver des auteurs, de se trouver des fiertés. Et parce que sinon, c'est trop difficile de s'identifier. Moi, quand j'ai compris, après ma discussion avec le collègue, là, que moi, j'étais handicapée, parce que moi, j'étais complètement empêchée de vivre pleinement ma vie professionnelle, ma vie citoyenne, et qu'en plus, en essayant de compenser, j'étais en train de m'aggraver, ce qui est quand même... J'ai touché, non ça va. Ce qui est quand même fondamental, c'est-à-dire qu'en étant handicapé dans un monde validiste, on est plus handicapé, parce qu'on compense, et compenser nous coûte énormément et nous aggrave. Donc, effectivement, là, j'avais aucune notion de fierté. J'avais l'impression, à ce moment-là, d'être un échec complètement. J'avais l'impression, en plus, je sortais d'études, ça faisait quelques années à peine, c'est un moment où on se sent
vulnérables. Et on se dit, c'est le moment de pas merder, quoi. Enfin, c'est le moment où... En plus, les études longues, il y a un côté un peu bizarre, parce que tu as l'impression que tu tends un élastique à l'infini. Tu te dis, à un moment, ça va servir à quelque chose, c'est sûr. Ils m'ont dit que ça allait servir à quelque chose pendant 5 ans, comme ça, tu bosses, tu sais pas trop pourquoi. Et après, déjà, de base, tu te prends un mur, en général, dans le monde professionnel. Là, mais c'est pas du tout les règles du jeu avec lesquelles j'ai appris à jouer. Mais bon. Et en plus, là, je tombais en handicap, c'est-à-dire que j'arrivais pas à tenir les journées, j'arrivais pas à tenir le rythme. Et là, je me suis sentie en échec. Je me suis dit, je suis nulle, je suis, oui, c'est ça, je suis un échec. Je n'arrive pas à tenir la distance. Comment font les autres? Ils sont plus forts que moi. Et donc, cette vision hyper productiviste, individualiste, ça, c'est le modèle médical et le validisme. Ça, c'est le brainwashing collectif. Et je vous raconte tout ça parce que 80% des handicaps sont acquis. Donc quand vous y serez, vous penserez à moi. Et vous direz, attends, on va gagner du temps, là, on ne va pas déprimer longtemps. On va tout de suite se brancher sur les luttes antivalidistes et sur la culture CRIP. Et on va faire monter la fierté. Donc c'est ça les approches CRIP. Depuis tout à l'heure, je vous parle du validisme. Est-ce que vous voudriez bien réfléchir à me dire ce que c'est pour vous le validisme? Et déjà, qui a entendu ce mot déjà? Enfin, tout à l'heure, oui, mais qui connaît bien ce mot? Pas mal, pas mal. Est-ce que vous voudriez bien réfléchir et me dire, est-ce qu'on a un micro? Oui, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un, ça va vous aider à prendre la parole, ça, est-ce que quelqu'un veut bien prendre le micro, se lever et dire devant tout le monde ce qu'il pense être le validisme? Allez, voilà, ça vous a Vous pouvez ne pas le dire au micro, vous pouvez me le dire à l'oreille. Ah oui, c'est pas mal. Toi, tu dis le validisme, c'est l'insouciance des valides, en fait. C'est le droit à vivre en insouciance des valides. C'est une très très bonne c'est une très bonne traduction du validisme dans la vie concrète. Tant et si bien qu'avec des collègues des dévalideuses, parfois on réfléchit à essayer de faire exister une sorte de droit à l'insouciance. Parce qu'effectivement, quand on organise une sorte de café, juste pour prendre un café en ville entre nous, mais on dirait une équipe de la NASA qui lance une fusée. Je vous jure, on est sur Google Street, comme ça, on déplace ce petit bonhomme. Est-ce qu'il y a une marche? Parce que des fois, il y a écrit CPMR accessible, en fait, Walou. Est-ce qu'il y a une marche? Est-ce que vous pensez que là, ça a l'air d'être la bonne largeur de porte? Donc, avec les images de Google Street, on se fait des petits produits en croix. Non, c'est... Effectivement, on réfléchit au droit à la légèreté. Est-ce que quelqu'un d'autre a des idées? Être normatif. Oui, c'est assez juste. C'est assez juste être normatif. En fait, nous, il y a plein de personnes qui ont défini le validisme. Et effectivement, le validisme, c'est un système social, comme le sexisme, comme le patriarcat, comme le racisme, qui distingue les corps selon leur habilité par rapport à une norme valide. Donc c'est cette question de faire une norme médicalement définie valide et ensuite de hiérarchiser les personnes selon leur habilité. C'est-à-dire c'est une organisation sociale et culturelle qui fait que tout écart à la norme est violemment réprimé. Concrètement, ce qui est embêtant, c'est qu'on a un report des différences de capacité dans le statut social. Et donc c'est des vies, c'est des expériences qui sont moins racontées, moins montrées et donc auxquelles on peut moins s'identifier. Donc ça, c'est le validisme. Tous les collectifs anti-validistes luttent contre ça. Il faut savoir qu'on est tous validistes. Hein. Même quand on est handicapé, on est validiste. Vous avez sûrement remarqué qu'on peut être une femme et être hyper sexiste et avoir très très bien intériorisé tout le patriarcat et que c'est un travail quotidien de vider le patriarcat de nos têtes. Mais donc le validisme, c'est pareil. Là, vous vous dites, non, encore du travail. Je discutais avec une journaliste la semaine dernière qui me disait que le validisme, c'est vraiment le boss final que tu n'attendais pas dans les luttes systémiques. C'est-à-dire, ok, on a abordé les représentations, racisme, sexisme, on a avancé, classisme, on y travaille. Et là, pouf, validisme. Et je suis d'accord, en plus, je vois vos têtes, vous êtes de plus en plus comme ça en mode, oh non. Des boîtes. Donc, d'après ce qu'on vient de se raconter, si on résume, dans une boîte, il y a les personnes handicapées, et dans l'autre boîte, il y a les personnes valides. Valides pour le moment. On ne dit pas valide, on dit valide pour le moment. Ça commence à vous habituer, comme ça fait du bien à tout le monde. Et ensuite, donc voilà, ça c'est des boîtes telles que je vous raconte, de tout ce que je vous raconte depuis le début, ça rentre dans ces boîtes. Et je vous propose, maintenant que vous êtes bien rodés, comme ça fait 30 minutes qu'on parle, je vous propose de faire éclater ce modèle
et c'est pas du tout pédagogique de vous enclencher comme ça 3 modèles d'affilée, mais de faire éclater ce modèle parce que ça ne marche pas. Ces boîtes sont artificielles, les handicapés n'existent pas. Fin de la conférence. Donc les handicapés n'existent pas. Pourquoi les handicapés n'existent pas? Parce que cette modélisation binaire est une construction sociale. Donc là, accrochez-vous, j'adore, on va parler de Judith Butler. En fait, c'est exactement comme les autres distinctions en classe. Ça n'existe pas, c'est des constructions. Alors vous vous dites, ouais, ça existe, il y a quand même des différences biologiques. Faites attention, vous commencez à sonner comme des personnalités politiques peu recommandables. Une différence biologique. Donc, en réalité, on peut remonter dans notre culture collective. On a intégré collectivement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas raciste, mais on a intégré collectivement que les races biologiques n'existaient pas. À une époque, il y a eu tout un discours construit sur l'existence de races biologiques pour justifier un système d'oppression et d'esclavagisme et de colonisation. On a déconstruit, on a déconstruit l'idée que, en tout cas, les races biologiques n'existent pas. Les races sociales existent parce que les personnes racialisées expérimentent au quotidien un traitement différencié en fonction de la perception de leur race sociale. Et donc, mais parfois c'est lié à leur ethnie, mais parfois il y a des décalages. J'ai un copain qui se fait tout le temps, qui prend beaucoup d'islamophobie, qui vit beaucoup d'islamophobie au quotidien. Il est chrétien, mais en fait il est perçu comme arabe, donc musulman, donc il vit beaucoup de racisme qui prend la forme pour lui d'islamophobie. Donc en fait, les personnes racialisées vivent une expérience d'une race sociale, et c'est là qu'on peut dire la race n'existe pas, mais elle existe quand même. Okay, mais les races biologiques n'existent pas. Pareil avec le genre. Le genre n'existe pas. Les femmes, les hommes, j'adore, c'est Judith Butler, elle le raconte très bien, elle dit on nous a raconté qu'il y avait une nature préalable au cadre de règles qu'on se donne socialement, donc il y avait les hommes et les femmes, et il a bien fallu qu'on se partage les tâches, et il s'avère que c'est tombé sur les meufs font la vaisselle et les mecs font la course au mammouth, ok. Donc ce qu'elle dit, elle, que je trouve très intéressant, c'est vraiment, et si en fait la loi, donc le cadre linguistique, avait entraîné la naturalisation d'un continuum. Donc elle dit, en fait non, on a organisé le partage des tâches, et ensuite on a dit, pour légitimer ce partage des tâches et des statuts, on a dit mais non, c'était naturel, c'était avant qu'on décide, que c'était sûr qu'on allait devoir décider quelque chose. Il y avait des catégories avant qu'on s'organise entre les femmes et les hommes. Alors que là, c'est pareil, tu pourrais dire, il y a des différences biologiques. Mais non, il y a des différences biologiques, mais il y a un continuum. Et donc les boîtes n'existent pas, les boîtes explosent. Et normalement, toute la discussion aujourd'hui sur le genre nous libère un peu de ces boîtes, en faisant exploser la notion de binarité de genre. On y est presque, hein. On revient sur le handicap. Bon, le handicap est une construction. La modélisation valide et handicapée est une construction qui prétend organiser la société au regard d'une réalité préexistante. Or, c'est faux. Cette construction nous fait faire exister les handicapés et les valides, nous fait dire eux et nous, même quand on est parfois concerné. Donc Charlotte Puiseux, vraiment il faut lire. Hein. Charlotte Puiseux, elle le raconte comme ça. Elle va dire, attendez que je trouve le bon extrait. Elle dit voilà, je comprenais donc. Elle raconte elle aussi sa progression en antivalidisme. Je comprenais donc que mon handicap était le fruit d'une construction. La société avait décidé d'exclure les possibilités de mon corps du schéma qu'elle avait tracé pour la validité et de m'accorder des formes d'incapacité qui me désignaient comme handicapé. Cette identité qui m'était imposée regorgeait de négativité et apparaissait aux yeux des valides comme une tare à porter, dont j'avais intériorisé la honte. Mais pourquoi ressentais-je cette honte ? La découverte de nouvelles analyses du handicap, mais aussi ma propre révolte intérieure qui commençait à prendre sens dans tout un réseau d'injustices systémiques, m'ont conduite presque logiquement vers un sentiment de fierté que je désirais revendiquer. Fière d'être qui j'étais, d'être cette anormale, questionnant le système, porteuse par ma simple existence d'une potentialité subversive et d'une capacité à troubler l'ordre public. Voilà, la fierté du Zbeul. Donc, les boîtes, ça n'existe plus. Et là, je vais vous reparler de validisme un peu, on va essayer de rentrer dedans parce que vous allez réfléchir à comment vous allez concrètement transformer ce sur quoi vous avez du pouvoir en un espace moins validiste.
Là, je vous présente, avec tout ce qu'on s'est dit, je vais vous demander, tiens. Donc, ce que les gens imaginent être le validisme, c'est détester les handicapés. Quand on est un valide de bonne volonté, on se dit non mais moi, je ferai jamais ça, donc c'est bon, je suis pas validiste. Mais en fait, c'est beaucoup plus de choses que ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je voudrais que vous réfléchissiez tous et toutes à un exemple de validisme concrètement que vous avez pu vivre, si vous êtes concerné, ou que vous avez pu observer. Et vous allez réfléchir et vous allez le dire à votre voisin. Comme ça, tout le monde est obligé de réfléchir. Ok ? Donc là, on prend 5 minutes. On prend 5 minutes et je vous demande de partager avec votre voisin le plus proche, vous recrutez qui vous voulez, et que vous le racontez l'exemple de validisme que vous avez vu ou vécu le plus récemment. Tout le monde me regarde comme ça. C'est à vous d'enclencher là. Allez. Pour ça, moi, je fais une pause. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. J'adore vous entendre commencer enfin que le son monte comme ça. C'est vraiment les cerveaux qui se mettent en mouvement. Ça fait très plaisir. On m'a dit de parler moins vite pour la vélotypie. My bad. Merci beaucoup pour votre travail incroyable. Je suis désolée. Donc c'est super. Vous devriez pouvoir imaginer la suite, le prochain slide. Ce que le validisme c'est vraiment, on va la construire ensemble. Est-ce que je veux bien, si tu veux bien gérer le micro, là vous allez vraiment parler dans le micro pour qu'on s'entende s'il vous plaît. Qui veut bien nous partager des exemples de validisme vécu, subi, vu, c'est synonyme les deux premiers, n'importe quoi. Au fond, ouais, s'il te plaît. Voilà. Ah cool. Donc, Elisabeth Milon, je dirige une école d'art plastique et une classe préparatoire aux écoles d'art à Vitry-sur-Seine. Je suis au quotidien avec les élèves, enfants, adolescents et adultes, et avec les étudiants de la classe prépa face à cette question-là. Et plusieurs questions, bien sûr, se posent, puisqu'on est face à des étudiants qui savent dire ou qui le manifestent physiquement sont dans des situations de handicap, et d'autres qui refusent de le dire, mais qui pour autant le sont. Et ces handicaps, les handicaps auxquels je pense, sont des handicaps qui touchent plutôt quand même au neurologique, au psychique, voilà, qui peuvent aller quand même très loin. Et la question se pose avec ces jeunes gens qui savent, qui disent ou qui masquent des situations de handicap, de les mettre au pas d'un calendrier et d'un fonctionnement horaire. Parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que dans une classe, ce que je veux dire, c'est que dans une classe, voilà, il y a des horaires de cours, etc. Voilà. Mais pour certains, ces horaires de cours ne peuvent pas être acceptables, ne peuvent pas être vécus, ou les temps de cours sont trop longs. Donc on se trouve face à des situations où, bien sûr, au niveau de handicap, de situation de handicap physique, les portes sont voilà, aux bonnes normes, etc., les tables aussi. Mais au niveau de l'organisation des études, et vous en parliez, et ça c'est une vraie question dont les écoles d'art se saisissent, mais je pense qu'il y a encore vraiment un grand chantier à mettre en place pour les études, en l'occurrence des études d'art, des gens qui sont en situation de handicap, le plus souvent quand même subissent un modèle de fonctionnement, puisque quand je parlais de calendrier, on parle de CTS, enfin bon, oui, il y a tout un calendrier, toute une norme, des normes qui sont de plus en plus pesantes au fur et à mesure, et qui permettent difficilement à des gens qui sont en situation de handicap, comme vous le disiez, de tenir, ouais, de s'en sortir, d'aller au bout. C'est une et très qui bonne, sont des gens exemple. vraiment très intéressants et très, très capables et puissants au niveau de la création et dans la capacité aussi de trouver une inscription sociale et professionnelle.
mais c'est un combat de tous les jours. Ouais. Voilà, alors, donc, comment peut-on les accompagner? Voilà. Alors là, c'est moi qui pose les questions. Hein. C'est moi qui pose les questions. Là, ma question, c'était, c'est quoi des exemples de validisme? Donc là, ce que vous nous dites, c'est que l'organisation temporelle du travail est validiste au sens où elle est excluante et elle produit de la discrimination vis-à-vis des rythmes et des énergies. C'est clair que si j'avais été dans l'état dans lequel je suis actuellement pendant mes études, je n'aurais pas pu faire mes études. C'est glaçant. Il y a des statistiques vraiment décourageantes sur l'exclusion des personnes handies dans le secondaire. Enfin, pas que dans le secondaire, mais accéder au secondaire est une guerre. Donc c'est un très bon exemple. On le garde en tête. On va réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, mais on va continuer à essayer de détailler. Ok, mais en plus c'est un exemple pointu. Parce que vous m'avez pas dit, il y a un endroit, il n'y avait pas de rampe, il y avait des marches. Vous m'avez dit direct l'organisation spatio-temporelle de notre société productiviste. Exact, carrément. Et d'autres exemples et témoignages que vous voulez nous partager? Oui. Alors, je veux bien que vous attendiez le micro. Bonjour. Oui. Comme on a dit qu'on était là pour s'auto-critiquer, réfléchir ensemble à ce qu'on faisait peut-être mieux. Moi, je me demande dans quelle mesure ce qu'on a vécu ce matin, et c'est pas un reproche, hein, c'est vraiment genre de réfléchir ensemble, avec la performance de No Hunger qui a été tronquée et moi du coup, je me suis retrouvée dans une position que j'ai vraiment très mal vécue, déjà du fait que c'était dans le hall sur un tapis, que je trouvais, c'est un point de vue personnel, mais pas très esthétique. Moi, je me suis retrouvée debout parce que on pouvait pas tous s'asseoir. Du coup, je me suis retrouvée à avoir ce que j'ai ressenti comme un regard surplombant. Et le fait qu'il n'y ait pas la vidéo qui recontextualise tout ça, je ne savais pas ce que je devais regarder. Et en plus, après, il y a eu des discours sur lutter contre la fragilité, par rapport aux Paralympiques et tout ça. Et du coup, j'ai l'impression que compte tenu de cette incompréhension, encore une fois, vraiment, ça peut arriver. Mais moi, je trouve qu'il y a eu du validisme ce matin. Pour commencer la journée, je trouvais ça très problématique. Mais en même temps, on a un objet très concret sur lequel réfléchir ensemble. Voilà. Vous ne faites pas à moitié, hein, vos réponses là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut en discuter. Je ne sais pas si No a envie de revenir dessus ou pas. En tout cas, c'est toi qui nous dis, parce que là, on peut complètement. Comment quoi? Je ne sais pas si No peut intervenir. On a été en échange, No et moi. Ce qu'on vous propose comme solution, je voulais prendre la parole. Vas-y. Ouais, vas-y. Mais du coup, j'en profite. Ce qu'on voulait proposer comme solution, c'est de visionner le film à l'issue de cette conférence, de ta conférence, et avant les pauses déjeuner. Okay. Donc on a proposé ça à No. No est d'accord avec ça. On sait que c'est pas idéal. Pardon pour cette incompréhension technique, puisque le film a été visionné, projeté ici en même temps que la performance. Voilà ce qu'on propose et ce qu'on va mettre en œuvre, vu avec No tout de suite. Merci. Oui. Ouais. C'est juste pour revenir, parce que pendant au moins 20 minutes du début de ces conférences, je n'arrivais pas à m'accrocher parce que j'étais choquée par le validisme de la salle, de nous tous, et du fait que c'est très bien qu'on va refaire la performance, mais moi je m'attendais à un speech comme ça tout de suite, pour ne pas faire du validisme. C'est pas une critique, hein, c'est normal, la logistique. Mais genre, c'était choquant le fait que la performance n'était pas la performance qu'on aurait dû être. Tout le monde dit d'accord, on passe à la prochaine chose. Tu veux dire, ça a été discuté pas immédiatement. Oui, c'était validé. C'est le temps que c'était pas de le faire. On arrive juste pour dire désolé, on va réfléchir tout de suite avec nous. On va avoir quelques mots pour ne pas valider quelque chose. C'est le temps de se rendre compte de ce qu'on a vécu, de le nommer, d'en parler avec les personnes concernées et ensuite de revenir. Moi, je trouve que c'est incroyable qu'on discute là. Hein. Et merci beaucoup pour ce retour. Est-ce que No, tu veux qu'on discute ensemble? Tu veux nous dire, toi, non, plutôt non. Lucie, tu dis non? Je lis No. Non, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et une solution a été trouvée. Cool, merci beaucoup. Est-ce que
Est-ce qu'il y a d'autres exemples de validisme que vous avez vus, observés, vécus? Oui, pour un vernissage, en fait, on m'a commandé une ambulance. Et j'avais demandé en fait à avoir... À la place d'un taxi, tu veux dire? Oui, tout à fait. Okay. Et en fait, la temporalité des ambulances, c'est plus ou moins 1h30. Donc je suis arrivé à la fin du vernissage et j'ai dû voyager allongé parce qu'il n'y avait pas de... Enfin, parce que le strapontin était trop... voilà. C'est un très bon exemple du passage du modèle médical au modèle social. Passer des ambulances au taxi, peut-être. Et merci beaucoup. C'est très concret. C'est très concret. Il y a d'autres exemples? Racontez-nous ce que vous êtes dit les uns les autres. Ah ouais. Est-ce que tu veux bien venir au premier rang, s'il te plaît? Oui, par rapport à cette question d'être handicapé et validiste en même temps, le fait de se sentir coupable, de prendre le temps, de ne pas avoir assez de temps pour répondre aux autres, dans le travail notamment, d'être dans une logique de travail extrêmement rapide, performative, et de toujours avoir l'impression de manquer, en fait, enfin de rater, de pas être à la hauteur, quoi. Et en fait, en n'arrivant pas à soi-même déconstruire sa propre pratique et de s'adapter à son propre corps. Merci. On parle souvent de validisme intériorisé, ce qui est intéressant à certains égards, mais qui a des limites parce que ça surindividualise la responsabilité à se sortir d'un modèle qui est structurel. Enfin, le diagnostic de dire je rate des choses, je suis pas assez rapide pour ce qu'on attend de moi, c'est un bon diagnostic, bonne remarque. C'est-à-dire c'est une bonne analyse de la situation. C'est pour ça que c'est à la fois intéressant de se rapprocher des collectifs et des autres paroles pour se sentir moins seul, plus légitime et moins potentiellement déconstruire la honte ou l'inconfort. Et en même temps, au quotidien, c'est très difficile de ne pas y être confronté. Le monde te le rappelle au quotidien. Donc, non, c'est un endroit, mais ça fait partie de la surcharge, effectivement, c'est-à-dire il y a la charge de s'adapter, la charge il y a les symptômes ou les situations vécues, il y a la charge de compenser, de quand même s'adapter, d'organiser tout son parcours de soins quand on a un parcours de soins, et ensuite la charge d'adapter le monde autour de nous, de former nos collègues, nos managers, alors que nous-mêmes, on ne capte pas ce qui nous arrive. Et ensuite, encore une surcouche de ne pas s'en vouloir, de ne pas faire le suraccident en étant atteint dans une autre santé mentale, quoi. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples pragmatiques? Parce que là, tiens, je veux bien... le micro au premier rang, parce que là on a évoqué l'organisation, on va dire temporelle et productiviste, le validisme intériorisé, toute la question là c'était très pragmatique parce que c'est très adapté à votre objet de travail, la question tout à l'heure de la scénographie et du manque de contextualisation pour la performance d'ouverture. On a donné des exemples concrets de comment est-ce que les artistes sont accueillis quand on est un artiste handicapé, parce qu'il n'y a pas que le public qui peut être handicapé. Est-ce que tu veux nous donner un exemple? Oui, c'est sur l'imaginaire collectif. Et Ouais. je trouve que ça peut se voir sur l'emploi même du mot handicap, parce que tout le monde pense déjà savoir ce que c'est, avoir un corps qui ne correspond pas à la normale. Et dans la manière dont c'est employé, je pense de manière inconsciente, sous forme négative. Ce qui fait que, par exemple, pour nous, les personnes concernées, on essaie justement de reprendre d'autres mots pour se dire tellement le mot de handicap ne correspond pas à vraiment transmettre les nouveaux récits qu'on veut faire comprendre, quoi. Oui, là tu nous parles des représentations, c'est ça, des représentations implicites. Et c'est vrai qu'il y a différentes stratégies. On peut soit reprendre le mot et dire on va y accoler un autre sens, et le revendiquer, ou bien le laisser de côté et inventer d'autres mots. On est d'accord, il y a plusieurs stratégies dans ce sens-là. Est-ce que vous avez d'autres exemples que vous avez envie de partager? Donc on a parlé de représentation, on a parlé concrètement d'accessibilité, de comment est-ce qu'on rejoint des espaces, on a parlé d'organisation du travail. Qu'est-ce que je vous ai entendu dire tout à l'heure?
Non, c'est bon? Vous êtes bon avec ça? Bon, alors, on continue. Comment les gens imaginent le validisme? Et en fait, le validisme, c'est 1000 choses différentes. Là j'ai écrit pour donner un exemple. Ce que c'est vraiment, ce sont des espaces pas accessibles. Donc, concrètement, par exemple, à Paris, moins de 10% des stations de métro sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il n'y a pas de transformation majeure de la ville suite aux Jeux Olympiques, malgré beaucoup d'annonces à ce sujet. Il y a une obligation depuis la loi 2005 à rendre les espaces accessibles, les espaces qui accueillent du public accessibles, PMR. Mais cette loi a été remise en question. Déjà, il y a eu plein de reports qui ont été autorisés. Et ensuite, elle a été remise en question par la loi Elan. Donc en fait, aujourd'hui, l'année prochaine, ça va être les 20 ans de la loi de 2005. Et le bilan, on n'y est pas du tout. La gare de Toulouse est accessible PMR que depuis peut-être 1 ou 2 ans. Et donc, on a la question juste de l'accessibilité PMR. Mais ensuite, l'accessibilité, c'est plein d'autres choses en plus que ça. Des accessibilités sensorielles, des accessibilités aux personnes malentendantes, aux personnes malvoyantes. Donc, un gros morceau du validisme, c'est les espaces pas accessibles. Ensuite, le racisme dans le soin. C'est très concret parce qu'en fait, il y a plein d'oppressions qui handicapent et qui viennent ensuite majorer l'expérience du validisme. C'est-à-dire, vous avez entendu parler du racisme dans le soin et de ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen, et donc l'accusation pour les personnes racisées d'exagérer leurs symptômes, et ce qui entraîne en fait à des mauvaises prises en charge, qui entraînent à des décès, mais aussi des personnes qui deviennent handicapées. Et c'est un peu pareil avec les personnes des minorités de genre. On est bien moins soigné quand on est une personne trans, on est bien moins soigné quand on est une personne grosse, on est bien moins soigné quand on est une femme. Il y a plein de témoignages, parce que la grossophobie est un validisme, c'est très très proche du validisme. On vous rapporte à une norme médicalement définie, on vous saoule toute la journée avec ça, vous n'avez pas accès aux espaces, les assises ne sont pas correctes. Et donc il y a plein de témoignages de personnes grosses qui disent, mais en fait chez le médecin j'y vais pour une rhinopharyngite, on me dit avez-vous essayé de perdre du poids? Ça c'est un validisme très concret. Utiliser nos diagnostics comme insulte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc passer son temps, peut-être vous avez vu, c'était charmant. Il y a, enfin bon, ça va encore améliorer l'ambiance. Il y a Erdogan qui a dit, à propos de Netanyahou, que c'était un psychopathe. Il n'y a rien qui va dans cette situation. Je vais passer sur ce qui ne va pas politiquement, mais ce qui ne va pas, c'est que là, il a utilisé quand même un diagnostic, une situation de santé mentale à propos d'une personne, et en fait, ça on le fait tout le temps. Macron est-il fou? C'était le titre de tous les journaux quand il y a eu la dissolution. Et donc ça, c'est quelque chose du langage qu'on a évoqué. Devoir batailler pour des droits, ça c'est tout ce qu'on a dit sur la surcharge et le manque absolu de fluidité dans l'expérience, la grossophobie et la culture productiviste. Donc nos exemples de gestion du temps et du travail. Voilà, donc ça c'est la suite, c'est-à-dire en fait t'as jamais fini de dire ce que c'est le validisme, c'est jamais terminé. Donc il y a plein d'interactions essentialisantes, et en fait on peut, l'absence aussi de politique Covid, le Covid handicap, on considère aujourd'hui qu'il y a 65 j'essaie de réfléchir, millions, c'est beaucoup des millions. Pardon, j'ai fait ingénieur, je suis censée être forte avec les zéros. Donc non, le Covid long handicap, le Covid produit du handicap. Et on a, pareil, là vous observez le modèle médical, parce que quand les personnes décédaient, on disait oui, mais elles avaient des comorbidités. Ce qui veut dire oui, mais leur joint de culotte était un peu faible, donc c'est normal qu'il est cassé, donc c'est un peu sa faute. Ça, c'est une rhétorique du modèle médical du handicap. Alors que la santé est un bien commun. Et donc en fait le capital santé individuel de type je fais du sport, je mange bio, ça compte, mais en fait c'est pas du tout suffisant pour comprendre ce que c'est la santé. Et on veut nous individualiser cette approche-là. J'ai mis plein de choses, comme aussi les lumières dans le métro, donc ça c'est pour parler des accessibilités sensorielles, dont on parle assez peu, mais en fait le son, qu'est-ce qui consomme de l'énergie? Moi, dans un espace avec trop de lumière ou trop de son, je peux déclencher des crises de douleur. C'est très très concret. Des crises de douleur de la tête aux pieds, où il me faut un espace calme de type le 2e étage. Donc voilà pour des exemples. Qu'est-ce qu'il y a après? Voilà. Donc un autre exemple, c'est l'inspiration. Donc on l'a pas trop parlé, mais l'inspiration porn, ça va s'appeler. C'est un concept
qui a été développé par Stella Young, qui est une Australienne qui a fait un TEDx très très rigolo. Elle raconte comme quand elle était jeune, on a voulu lui décerner le prix du parcours inspirant. Et ses parents ont dit mais non, enfin qu'est-ce qu'il y a, elle ne fait rien, elle va à l'école comme tout le monde, elle joue avec son frère comme tout le monde. Et donc elle, comme elle était handicapée en fauteuil, ils ont dit mais non, c'est très inspirant son parcours. Alors qu'habituellement c'est des prix pour des parcours de personnes qui ont monté une association caritative, des trucs comme ça. Et donc elle a développé cette notion d'inspiration porn qu'on a beaucoup vu pendant les JO. Les JO paralympiques, j'avais écrit ce bingo, là, validisme aux Jeux paralympiques, c'était fantastique. C'est toute l'héroïsation, tout le discours sur changer de regard, parce que ça maintient l'autre dans cette position d'autre. Ça maintient cette logique d'inclusion, en mode on est au centre et on voulait faire rentrer, dire normal au lieu de valide. Ça aussi, c'est bien sorti. Mais aussi dépasser le handicap ou alors passer son temps à raconter les diacs des gens. C'est un délire, ça. C'était étonnant. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les JO paralympiques. Moi, j'étais un peu étonnée de à quel point ils rentraient dans le dossier médical des personnes à chaque personne, quoi. C'est dans cette logique un peu de dire changeons de regard, mais est-ce que ça n'essentialise pas encore plus? C'est-à-dire, est-ce que ça ne fait pas encore plus de son parcours médical à cette personne l'intégralité de ce qu'il est ou ce qu'il représente à nos yeux? Ça en fait son essence, quoi. Alors que sûrement qu'il a envie d'être plein d'autres choses que son dossier médical. Enfin, j'espère, parce que moi, mon dossier médical, il est nul. Hein. Si je suis que mon dossier médical, c'est vraiment très triste. Donc ça, c'est l'inspiration porn. Ce qui vous donne des slogans antivalidistes. Les slogans antivalidistes peuvent vous servir de base de travail quand vous voulez réfléchir à quoi transformer dans votre organisation. Là, c'est un slogan qui dit « pas ta leçon de vie ». C'est Céline Exinso, la queen, qui fait sa tête d'habitude. Donc pas ta leçon de vie, c'est complètement central dans la question du handicap. C'est comment aussi on dépasse le handicap comme étant l'unique définition d'une personne ou d'une situation. Comment on n'en fait pas du tout un caractère premier. Enfin, en fait, l'essentialisation, c'est comme le syndrome de la Schtroumpfette, vous savez. Donc il y a celui qui est très musclé, celui qui est très souple, celui qui est très rapide et la fille. Voilà, c'est pareil avec le handicap. Celui qui est têtu, celui qui est sympa et celui qui est handicapé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'essentialisation. Donc ça, c'était un dessin simple, mais on l'a bien déployé déjà ensemble. Je ne savais pas à quel point... Enfin, à chaque fois, c'est une surprise ce que vous avez raconté. Donc ça, c'est pour aller sur le côté de dire tant que la norme sociale restera basée sur la productivité, les handis seront exclus ou poussés à compenser malgré le prix à payer. Donc effectivement, le prix à payer, c'est du temps, de l'énergie, des dépenses financières, hein, ça coûte très cher, et une aggravation de nos états. Voilà, donc comment tout transformer? Je pose le micro et c'est à vous que je le donne. La question, c'est que là, je vais vous dire déjà comment les personnes en lutte ont commencé à transformer des trucs. Et vous allez vous inscrire dans leurs pas et vous allez me raconter ce que vous avez transformé dans ce sur quoi vous avez du pouvoir. Dans les années 60 aux États-Unis, vous avez au premier rang là Judy Heumann qui écrit No more negotiation, sign the 504. 504, c'était comment on va dire, un amendement, une loi qui disait un truc de base, hein, qui disait les citoyens handis ont les mêmes droits que les citoyens valides, parce que jusque-là, les personnes, par exemple, qui possédaient un restaurant pouvaient refuser de servir des personnes handicapées. Donc c'est génial, vous allez sur Netflix et vous regardez Crip Camp. Crip Camp, c'est une très 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 bon documentaire sur l'histoire des luttes antivalidistes aux États-Unis, mais quand même ça vous donne plein d'éléments. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont commencé en non-mixité, c'est-à-dire que les camps, c'était des camps de vacances, quoi, des colonies de vacances. Donc c'était colonies de vacances, il n'y avait que des ados handis. Et ce que raconte Judy Heumann, c'est que dans ces colonies de vacances, elle a découvert qu'ils se débrouillaient très très bien et qu'ils étaient dans une position très différente, plus du tout infantilisés, plus du tout essentialisés. Et là, et de là, en tout cas la mise en récit du documentaire, c'est de dire que de là, de cette expérience en non-mixité, est venue la force et la conviction de dire non, les autres, ils sont à la rue, ils ont tort, on va leur expliquer qu'on n'a aucune raison d'être honteux, infantilisé, essentialisé, mis au banc de la société. Donc c'est un excellent, enfin en tout cas c'est un documentaire précieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur ces questions. Dans les années 70 en France, on peut parler de handicapés méchants,
qui est vraiment... moi, j'adore parce que c'est très drôle. Ils ont construit beaucoup de slogans, typiquement valide aujourd'hui, handicapé demain. C'est un slogan qui va être beaucoup dit dans ce contexte-là. Handicapé méchant, là, il y a le journal du comité de lutte handicapé, et ils disent l'autonomie, c'est la suppression de toutes ces barrières. Donc effectivement, là, on a, vous voyez, le modèle médical, le modèle social, on y est concrètement, c'est ça qu'ils écrivaient dans leur journal. Et dans les années 2010, en fait, le mot validisme apparaît pour la première fois en 2004, je crois, ou 2005, dans les écrits de Zig Blanquer. Et après, depuis les années 2010, se sont constitués plusieurs collectifs, les dévalideuses dont je vous parlais, mais aussi le CLÉ, Handisocial, et de plus en plus, on se constitue, parce qu'en fait, il faut s'organiser pour transformer des choses. Et donc aujourd'hui, on a des chantiers comme la désinstitutionnalisation, je vous parlais de sortir des institutions. Quelqu'un va se suicider ou finir à la rue. C'est là, c'est bien qu'on se réveille parce que c'est arrivé en fait, c'est bien sûr que c'est arrivé. Elle dit mais personne n'en parle. Je dis oui mais c'est bien ça. Donc c'est ça, et donc c'était intéressant parce que la journaliste elle a dit c'est pas souvent qu'on fait ça mais on va faire l'actu. C'est-à-dire on va assumer d'amener le sujet à l'agenda médiatique alors qu'il n'y a pas d'actu chaude, explosive sur laquelle s'appuyer. C'est ça la difficulté actuelle des luttes et c'est pour ça que c'est incroyable cette journée sur cette thématique. Parce que c'est un choix qui nécessite qu'il y ait des gens qui se motivent, comme l'équipe de Tram qui a organisé, et qui se disent si, c'est ça qu'on va faire. Sinon, le sujet ne vient jamais de lui-même. Voilà, donc maintenant que vous avez fait ça, qu'on a dit ça, je vais vous demander de réfléchir à ce que vous vous disiez. C'est comme ça qu'on a travaillé avec le DNMAD, là, le diplôme de design. Je leur ai raconté tout plein de trucs comme ça. Et à partir de tout ce que vous avez retenu, je vais vous demander de réfléchir sur quoi vous avez du pouvoir. C'est la première question. Ça peut être, vous êtes programmatrice de quelque chose, vous êtes, je sais pas, vous avez du pouvoir sur quelque chose. Vous avez du pouvoir médiatique, vous avez du pouvoir parce que vous êtes manager, manageuse. Vous réfléchissez sur quoi vous avez du pouvoir. Et la deuxième question, c'est vous réfléchissez à qu'est-ce que vous pourriez vous mettre en œuvre avec tout ce qu'on a dit du validisme à dézinguer, quoi. C'est-à-dire les exemples qu'on s'est donnés, les exemples que là je vous ai racontés, il y en a sûrement d'autres qu'on n'a pas mentionné à voix haute mais que vous avez discuté. Donc je vous demande de réfléchir à ce que vous pourriez faire concrètement. Et une fois que vous avez fait ces deux questions dans votre tête, vous pouvez le partager à votre voisin, mais d'abord peut-être réfléchissez-vous le vous et peut-être prenez des notes si jamais vous avez des idées ou si c'est mieux à l'écrit. Ça marche ? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on fasse ça là ? Est-ce que quelqu'un a des questions ? Est-ce que ça va ? Tout le monde a le droit de sortir, de se lever, de faire des squats, de ce que vous voulez, hein ? Je ne l'ai pas dit au début, j'aurais dû le redire, mais je n'aimerais pas être assise 1 heure sans rien dire. Donc vraiment, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Bon, très bien. Eh bien, au boulot. Vous allez voir, sur quoi j'ai du pouvoir, c'est une question chouette. Récupère votre attention, il nous reste 10 minutes et c'est génial parce que vous avez du pouvoir. Non, c'est génial. Qui veut nous raconter déjà, je vais alimenter la machine. On a eu plusieurs pistes et en fait, chaque piste est spécifique à d'où vous parlez. C'est ça qui est génial. Qui veut nous raconter en premier ? Est-ce qu'on peut faire circuler le micro, s'il vous plaît ? Qui veut nous raconter son pouvoir et ce qu'il va en faire ? Bonjour. Bonjour. Je suis Noélie Roussel, conseillère aux arts visuels à la DRAC Île-de-France, et je dis ça et tout de suite vous identifiez mon super pouvoir. Je travaille dans une administration. Alors, je vous rassure, à l'intérieur, c'est aussi compliqué qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que si on veut faire bouger quelque chose, ça nous prend vraiment beaucoup de temps. Mais en discutant avec mon voisin, qui donc est interprète en LSF, on parlait des conditions d'accueil des usagers et nous, on est vraiment très mal équipés pour ça. Et je pense que ce que je vais faire, vous avez vu le DRAC qui était là, c'est lui faire une petite note en disant peut-être pourrions-nous être pionniers dans l'accueil des usagers dans l'administration et voir si on peut débloquer une ligne de crédit quand on a besoin d'aménagements spécifiques. C'est compliqué, ça prend du temps et dans le contexte budgétaire actuel, évidemment, ça va prendre un certain temps. Mais je pense que concrètement, c'est une chose qu'on peut faire. Merci beaucoup. Le pouvoir de la ligne de crédit. Grand pouvoir. Merci. Un autre pouvoir ? Quelqu'un d'autre a du pouvoir ? Tiens, ouh là là, ça y est, j'ai shooté le truc. C'était sûr.
l'autre pouvoir pendant que j'essaie de reconnecter la chose. Ah, voilà. Alors, moi, je suis régisseuse et médiatrice dans un centre d'art. Et mon pouvoir de régisseuse, je me suis dit que c'était de mettre en place des systèmes qui permettent de régler le son dans les expositions vidéo ou expositions sonores. On a de plus en plus d'espaces qui sont extrêmement sonores justement dans les expositions et sur lesquels les publics ou même les équipes ne peuvent pas agir. Accessibilité sensorielle. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Trop bien. D'autres pouvoirs? Tout à l'heure, comment dire, Alice, tu me disais, oui, moi je suis étudiante, je travaille pas encore, donc j'ai pas de pouvoir. N'oubliez pas le pouvoir du SBEL. En plus, après, j'ai dit, mais il n'y a pas des syndicats, t'es étudiant de musique, je suis à Paris 8, quand même, il y a des syndicats. Mais voilà, ça compte aussi. D'autres, les gens qui dirigent des structures sont là, ah, la conférence. Qui a le micro? Yes, s'il te plaît. Bonjour. Je m'appelle Iris, je suis artiste conférencière et j'étais en train de me poser la question sur comment j'accueille les personnes, notamment individuelles ou groupes, et je me dis que je fais pas assez attention aux handicaps invisibles et justement je reçois énormément de personnes qui viennent visiter une exposition pour la première fois et elles savent pas du tout qu'est-ce qu'elles vont voir, quelle scénographie, quelle lumière, quel bruit, quelle ambiance il va avoir. Je fais attention quand je sais que c'est un groupe en situation de handicap, mais je ne fais pas cette attention avec n'importe quel groupe qui peut justement avoir des personnes qui éventuellement vont être sensibles à je ne sais pas quoi. Et concrètement, donc, tu as des idées de ce que tu voudrais faire? Ouais, je me dis que je peux mieux présenter qu'est-ce que les personnes vont voir, écouter ou sentir, en tout cas, dans quelle immersion elles vont être, parce que les scénographies changent selon l'expo. Ouais. Et donc, ça peut avoir un impact que je ne sais pas lequel. Donc, si, c'est exactement ça. C'est très bien de dire je ne sais pas quel impact ça va avoir. Et donc, j'améliore la communication. En fait, ce que tu nous dis là, c'est tu voudrais améliorer la communication sur l'accessibilité. C'est-à-dire, en donnant plus d'informations à la personne, tu réduis les mauvaises surprises et en même temps, tu ne présupposes de rien. C'est-à-dire, tu laisses la personne décider d'elle-même qu'est-ce qui la concerne et comment on est le mieux. Trop bien, merci beaucoup. Cool pouvoir. Le pouvoir de l'information. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Un premier niveau, on va dire, c'est se désintoxiquer de son propre validisme. Donc ça, vous êtes déjà en train de le faire là, en utilisant votre temps et votre cerveau disponible. Là, je vous présente un outil qu'on a créé avec les dévalideuses. C'est un exemple parmi d'autres. Ça s'appelle les 31 résolutions antivalidistes. C'est un outil vraiment de base et c'était un des premiers projets du collectif et en même temps, c'est une bonne entrée en matière. C'est 31 résolutions. Derrière chaque résolution, il y a un texte. Vous pouvez tout retrouver en ligne sur le blog des dévalideuses. De type, je découvre le terme validisme. Bon, ça, vous l'avez fait aujourd'hui. Check. Vous allez voir, en plus, alors, avec la conférence, vous allez être juste dans ce moment extrêmement plaisant de cocher les choses déjà faites sur la to-do list. Vous savez, oh, ça c'est fait. Oh, je l'ai fait ce matin. Vous allez adorer. Donc, il y a plein d'approches de type je cesse d'associer handicap et troubles psy à de la violence, je renouvelle mon stock d'insultes, vous voyez, des tas de choses que vous avez sûrement... Non, parce qu'on n'a pas dit qu'il ne fallait pas s'insulter. Hein. On a dit on renouvelle la manière. Donc, il y en a plein, il y en a 31 ou 30, enfin, je ne sais pas combien de jours en janvier, parce que c'était pour le 1er janvier. Je considère les personnes handies dans le champ de la sexualité, je peux revenir dessus, ça. C'est parce qu'une des formes de validisme, c'est de désexualiser les personnes handicapées, de les infantiliser et de les désexualiser. Et donc, dans ce sens, par exemple, il y a un documentaire très chouette qui s'appelle Yes We Fuck, et qui est vraiment très cool et qui a donné lieu à des pictos de 2 personnes qui font l'amour, donc une sur un fauteuil et l'autre assise dessus, typiquement. Et donc, vous avez plein de choses à faire comme ça. Ça, c'est un premier niveau, c'est se désintoxiquer soi. Continuer à apprendre, lire plus, écouter plus. Ensuite, vous allez voir, il y a plein de niveaux. Dans ce que vous avez dit mieux accessibiliser mes espaces. Donc, après, des fois, souvent, je pense, les lieux d'art sont PMR accessibles, personnes à mobilité réduite accessibles. Parce que... Ah, tu dis bof, toi. Bof? Non, vas-y, hein, bof.
Ok, il y a plein de lieux anciens qui sont pas accessibles. Et ensuite, je sais pas s'il y a un peu une culture, la culture du punk et la culture du crafté. C'est génial, mais typiquement, c'est un problème quand je fais cette conférence dans des espaces, mettons, de militants écologiques. La culture du squat par lequel on rentre, comme ça, là, sous une petite porte pourrie, ça, c'est une culture qui nous questionne. On questionne nos espaces. Donc peut-être la transposition ici, c'est aussi... Moi, je l'ai beaucoup vécu, questionner le white cube dans lequel il n'y a aucun endroit pour s'asseoir. Et ma question préférée quand j'arrive dans un musée, c'est est-ce que vous avez les petits tabourets là qui se déplient? Même si ceux de Pompidou pèsent environ 45 kilos, je ne comprends pas la logique des concepteurs. Ils se sont dit, la priorité, c'est qu'il ne faut pas qu'on parte en courant avec. T'es là, mais... C'est vraiment très méchant ces trucs. T'es là, bah, si vous me donnez ce tabouret, vous me donnez quelqu'un pour porter le tabouret. Hein, c'est pas mon... Donc ça, c'est accessibiliser les objets, les espaces, typiquement moduler la sensorialité auquel on est exposé. C'est accessibiliser l'espace. Avec tout ce que vous avez appris sur la multiplicité possible. Le niveau 2, c'est dévalider l'expérience en formant les humains. Et ça, c'est intéressant parce que on peut être dans un endroit typiquement tout à l'heure, oui, on en parlait, tout à l'heure, vous me donniez l'exemple au premier rang d'un espace donc, qui est PMR accessible, il y a une rampe, et la personne qui accueille dit, voilà, l'entrée pour les personnes handicapées, c'est là. Et donc, vous interrogiez cette manière d'accueillir, et est-ce que c'est pas un peu, on discutait, est-ce que c'est pas un peu essentialisant? Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il aurait fallu dire finalement et c'est là qu'on se rend compte que le validisme, c'est tellement aussi dans nos manières de voir les choses et d'interagir que le lieu, il peut être au maximum accessible. La situation elle peut être atroce. On a une collègue des valideuses, elle était allée à la Cité Fertile pour un événement, la Cité Fertile est relativement accessible, et elle s'est fait incendier quand elle a voulu accéder avec sa voiture au parking pour les personnes handicapées, parce qu'on lui a dit, mais si vous conduisez, vous n'êtes pas handicapé. Alors, un truc qu'on va tous apprendre, c'est dans l'étape d'avant, c'est se désintoxiquer de son validisme, c'est vous ne savez rien. Ne supposons rien jamais. Parce que bien sûr qu'elle peut conduire en fait. Elle peut conduire, après elle descend de sa voiture, elle sort son fauteuil du coffre, elle se met dans son fauteuil, elle peut faire 3 pas, elle peut pas en faire 70, elle en fait 3. Donc ça c'est très très chaud parce que ça a hyper mal tourné, ça a été conflictuel, la sécu est arrivée, c'est sûr que c'était nécessaire. Bon, vous saurez que nous avons, avec les dévalideuses, donné une formation à toutes les équipes de la Cité Fertile sur l'accessibilité de l'événementiel. Et nous avons donné une facture à la SNCF proportionnelle à l'importance de cette formation pour eux. En attendant, outre les processus de réparation qui peuvent être aussi une lutte contre le validisme et qui s'inscrivent dans la relation, un peu comme là ce qu'on a dit sur la vidéo qu'on va voir ensemble, il y a ce truc de dévalider les personnes. Et c'est là qu'on arrive à un principe important, c'est que je vous demande de ne pas charger quelqu'un des politiques handicap. Vous vous dites, mais elle nous saoule depuis 1h15 pour nous dire que finalement, il ne faut pas avoir un chargé handicap. Non, il ne faut pas avoir un chargé handicap. Parce que ça, c'est un truc que je vois qui est pareil pour tous les sujets. J'ai accompagné beaucoup d'organisations dans la question de l'urgence écologique et de la transition écologique, de l'action publique, des organisations privées. C'est une situation qui peut vraiment mal tourner, de dire alors là c'est super, on a embauché une petite meuf de 25 ans pleine de bonne volonté, elle est chargée de la transition écologique, on l'a mise au fond du couloir, à droite là, dans le service environnement, avec les ingénieurs eau et forêt, et voilà c'est tout. Mais on fait notre travail, on a une chargée transition écologique à la fin de l'année, la chargée de transition écologique, elle a pris que des portes closes, et elle se sent nulle en plus, parce qu'elle se dit mais je sers à rien, alors qu'on ne lui donne pas les moyens de son job, parce que charger une personne d'une transformation systémique, c'est construire son burn-out déjà, donc lui savonner la planche direct, vraiment, clairement. Et c'est se voiler la face sur ce que c'est qu'une transformation systémique. Si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire, mais il faut que la personne en charge, elle soit très très haut dans l'organigramme. Donc vous la mettez rattachée à la personne qui est directrice générale. Genre, il faut que, parce que ça augmente son pouvoir. Quand on peut commencer une phrase par le directeur ou la directrice générale a dit que, en général après ça écoute. C'est un bon début de phrase. Hein. Donc en fait, il y a quelque chose dans la traduction organisationnelle des enjeux du jour qu'il faut absolument éviter, c'est faire tomber sur une seule personne interne qui en plus va souvent être une jeune personne, enfin comme moi, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, ne le faites pas. Mais par contre, vous pouvez le faire, charger des gens, charger une équipe. Comment est-ce qu'on peut charger une équipe avec des représentants des différentes situations dans la structure ?
À quel point est-ce qu'on fait venir des gens de l'extérieur pour nous mettre des coups de pied dans la fourmilière? Des fois, c'est quand même pratique de faire venir des gens qui nous forment, parce que comme ça, ils sont ouh là, ils ont été un peu durs ce matin, non? Ah ouais, c'était chaud, hein. C'est parfait, vous avez un ennemi commun, c'est le bon début pour amorcer un changement, vous gardez la cohésion de l'équipe. Donc non, il faut dévalider il faut former tout le monde, parce qu'en fait, on ne peut pas dire il y a une personne en charge, sinon on prend le risque de faire des violences validistes aussi dans les interactions. Le niveau 3, c'est rien sur nous sans nous, c'est concevoir par les concernés avec des potentiels d'ajustement en permanence. Donc à la fois, il n'y a rien de plus difficile que de penser l'accessibilité ou le validisme d'un espace après sa conception. En fait, plus on s'y prend tôt, plus on s'en sort. Dans l'idéal, c'est d'impliquer les personnes concernées, et en même temps, il y a cette espèce d'écueil aussi qui fait que si vous prenez une personne handi, que vous la mettez dans un groupe de travail et que vous prenez toute sa parole comme parole d'or, moi je ne suis pas du tout bien placée pour plein de situations. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens d'entendre la parole des concernés, mais ça ne veut pas juste dire avoir un totem concerné qui va avoir certaines spécificités de handicap. Moi, si c'est moi que vous mettez dans vos groupes de travail, il va y avoir des poufs partout. On sera sur des matelas, plat-ventre tout le temps. Il y aura beaucoup moins de lumière, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, vous voyez, ça fait pas une structure complètement dévalidée. Donc, il y a un truc sur donner l'espace des retours. Donc, comment on construit l'espace des feedbacks et comment est-ce qu'on se donne des espaces d'ajustement en permanence. C'est-à-dire comment est-ce qu'on, là, vous voyez, comment est-ce qu'on on se donne, parce qu'en fait, oui, il faut que je vous le dise aussi, vous n'allez pas y arriver. C'est pas très Montessori, hein. Non, vous allez galérer et vous allez avoir des tas d'échecs, parce que c'est normal, parce qu'en fait c'est très difficile et qu'il n'y a pas en plus de situation parfaite, parce qu'il y a des ajustements qui se contredisent. Par exemple, moi j'ai besoin qu'on baisse la lumière, il y a des personnes malvoyantes, elles ont besoin qu'on monte la lumière. En fait, là, et donc, tu nous raconteras quand tu auras mis ton bouton là, monter et descendre la lumière, si c'est la guerre sur le bouton. Je te dis qu'on monte la lumière, je te dis qu'on baisse. Non, par exemple, on a fait une soirée Creep and Queer avec des valideuses en septembre. Et donc là, c'était bien parce que c'était le moment où on était à bon, là, faut pas merder vu qu'on a donné des leçons à tout le monde depuis des années. Donc, on a mis beaucoup d'énergie pour rendre ça accessible. On a fait de notre mieux. J'ouvrais la soirée. Et sur scène, on avait 4 représentants d'assauts différentes, donc des personnes qui représentent la grosse asso. Il y avait au moins 2 personnes grosses sur scène. Et il y avait des fauteuils avec des accoudoirs. Donc un fauteuil qui nécessite d'avoir une largeur de fesses, je pense max 50 cm quoi. Et donc là, je sais pas pourquoi il y avait ces chaises sur scène. J'ai dit bonjour, bienvenue, installez-vous, asseyez-vous. Et là, gros blanc, j'ai dit ne vous asseyez pas, pardon, on enlève les chaises, désolé. Vous voyez ce que je veux dire en fait, on va tous faire des bugs, mais par contre ce qui est important c'est de processer les bugs en question et après de dire qui a mis les chaises, comment on en est arrivé là, pourquoi est-ce que l'info n'était pas passée et de ensemble s'autoriser à être agile parce que sinon on se stresse. Et j'ai déjà entendu ça. Hein. Non, je ne veux pas m'occuper du sujet de l'accessibilité parce que j'ai peur de mal faire. C'est trop dur, ça. Ok. Et le niveau 4, c'est dévalider l'organisation du travail. C'est mon préféré, mais c'est compliqué. Hein. Pour vous donner un exemple, quand on travaillait avec... il y a un niveau 5 ou pas? Non. Quand on travaillait avec l'équipe de tram pour préparer cette journée, j'ai beaucoup aimé, peut-être la personne est dans la salle, quand quelqu'un, on discutait de tout ça, et quelqu'un à un moment a dit « Mais moi, je suis... en gros, employeuse, je suis manager d'une équipe, je suis employeuse, et il y a peut-être de mes salariés qui sont handicapés en fait. » J'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment parce qu'en fait, comment est-ce qu'on, mais alors là c'est cas par cas, comment est-ce que vous réorganisez vos manières de travailler, le rapport au temps, les ajustements aussi quand les personnes ont des handicaps fluctuants. Ça c'est spécifique à chaque structure, mais ça peut vous donner des idées pour aller plus loin dans les idées que vous avez eues là de votre pouvoir. Je suis sûre qu'il y a des chefs dans la salle. Je vous ai fait un récap de ce qu'on s'est dit. Se désintoxiquer de notre validisme, rendre les espaces plus accessibles et communiquer sur l'accessibilité. Parce qu'il y a quelque chose qui est très chiant, c'est passer son temps à chercher si c'est accessible. Comme ce que je vous disais là, dans Google Street View, on cherchait si le bar est accessible pour prendre un café. Et rendre la communication à propos de l'accessibilité accessible elle-même. Donc ça veut dire que même si c'est très beau, il faut quand même qu'il y ait du contraste entre les couleurs, il faut quand même que les lettres elles soient lisibles. Et des fois, on aime tellement que ce soit artistique que c'est plus lisible. Investir le temps dans le fait de transformer l'organisation du travail. Concrètement, c'est pas juste une intention. Si vous mettez pas genre une réunion obligatoire avec du temps dédié et de l'argent dédié, ça ne se fait jamais quoi. Et en plus, on mollit des fois. Après, on se satisfait de notre réunion obligatoire. Et donc là, c'est le moment où il faut appeler les intervenants extérieurs pour venir nous remettre un coup de secousse.
Ne pas charger quelqu'un du handicap, je vous ai expliqué pourquoi. En tout cas, si vous le faites, il faut lui donner vraiment les pouvoirs associés et ne pas la laisser seule, cette personne. Dépasser les injonctions individuelles, c'est vraiment pour soi. Et puis aussi, quand on a des idées, des fois on se dit, bon, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour devenir une meilleure personne? On a vraiment besoin de transformation structurelle. On n'a pas besoin que chaque petit individu soit un bon valide de bonne volonté. Toute démarche de conception doit être itérative et inclure des personnes concernées et leurs intérêts d'autonomie. Donc c'est inclure des personnes concernées, mais aussi comment on accède au discours des personnes concernées. C'est pas juste en ayant une autour de la table de temps en temps. Et enfin, rendre accessibles les lieux de décision. Donc ça, c'est parce que nous aussi, on veut être des chefs. Parce que c'est très dur. En fait, c'est très dur d'être chef quand tu as un corps fluctuant, quand tu as besoin d'être plus lent, quand tu as besoin d'adaptation, d'accessibilité. C'est la fin. Qu'est-ce que j'avais... Eh ben, il y en a des trucs. Vous voyez, je lis pas mon texte. C'est la fin. Non, ce que je voulais vous dire, je voudrais vous lire juste un extrait pour conclure. Un extrait de Charlotte Puiseux, toujours. J'espère que dans la liste des choses à faire, vous avez noté acheter le livre de Charlotte Puiseux, le lire. Non, j'adore. Elle écrit « Je cherchais toujours un moyen de théoriser cette idée du handicap comme un trouble à l'ordre public, de le présenter, non pas comme une différence vouée à être acceptée dans notre jolie société bisounours, mais comme une explosion des codes, une force positivement destructrice pour nous rendre notre liberté d'être humain. » C'était Charlotte Puiseux et je m'appelle Mathilde François. Je vous remercie de votre participation, c'était incroyable. Merci beaucoup à l'équipe de Tram qui fait un travail hallucinant. Enfin moi, à chaque fois que je leur dis un truc, ils sont là, d'accord, on va le faire. C'est hallucinant. Plus de pouf. Merci beaucoup à la Vélotipie. J'ai dit que j'allais ralentir, je suis pas sûre que j'ai ralenti. Je suis désolée. Merci, vous faites un travail incroyable. Et merci beaucoup à la traduction LSF. Et merci à vous de vous être vraiment prêté au jeu. C'était vraiment intéressant de faire ça avec vous spécifiquement. Je reste à disposition, bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez, je ne sais pas, anything, si vous voulez que je vous parle plus des dévalideuses ou d'autres choses, je reste à disposition par là. Et voilà, merci.